Un groupe de femmes est réuni autour de table, formant un cercle dans une grande pièce. Sur une pancarte, « Bienvenue, femmes en sécurité ». Les femmes bavardent en se préparant pour une table ronde. Titre, des pratiques prometteuses. Titre, pour les soignants. Lisa Manuel, directrice Changement pour la vie et la famille, programme de la violence, Family Service Toronto. Lisa s'assoit au sein du groupe. Sous-titre, si au sein d'une organisation qui privilégie la violence, on arrive à favoriser une culture où on comprend les gens et la raison de leur comportement, vous savez, on les traite de personnes bizarres, différentes, redoutables, où on leur met une étiquette de ce genre, et que lorsque ces gens viennent nous voir, ils comprennent qu'on ne les jugera pas d'emblée, mais qu'on comprendra qu'ils essaient de nous confier quelque chose, là, dans notre vestibule, au téléphone ou au sein de notre collectivité. Il faut que lorsque nous les rencontrons, nous prenions le temps de les écouter attentivement pour faciliter leur conversation avec nous. Si vous croyez que vous allez entendre une histoire suivie de A à Z, vous serez déçus et vous devez changer vos attentes. Les gens doivent vivre cette expérience. C'est une expérience troublée que ces gens nous rapportent quand ils peuvent trouver quelqu'un qui est prêt à les écouter. Et nous devons écouter tout leur malheur tout en étant confortables avec. J'ai donc adopté une petite règle quand je donnais un soutien et des conseils psychologiques. Eh bien, durant les 5 ou 10 premières minutes, j'écoutais les gens vider leur sac, parler de leur vie. Et parfois, ce sac, il peut remonter aux 20 dernières années. Mais aujourd'hui, le sac déborde. Mais si je n'étais pas capable de rester assise et d'écouter cette personne vider son sac calmement, elle ne pourrait pas se confier à moi. C'est pourquoi je dois les écouter, même si je suis sous pression et que je dois voir un certain nombre de clients, et ainsi de suite. Franadette, je crois que ce qui est vraiment très important, c'est de reconnaître la différence majeure de pouvoir dans cette relation. Vous, à titre de conseiller, vous détenez un énorme pouvoir. Et à mon avis, il faut être très explicite à ce sujet et en parler lors de la première rencontre avec la personne qui peut penser que vous ne comprenez pas son expérience et que vous avez même des idées préconçues sur les capacités et les compétences des personnes handicapées. Elle peut croire que vous ne pourrez pas poser les jalons nécessaires pour que vous puissiez travailler ensemble, au lieu de jouer le rôle de conseiller qui a toutes les connaissances. Parce que cette femme et cet homme, ils ont tous deux un vécu, leur vécu, et ce sont eux les experts de leur vie et de leurs expériences. Et c'est ce que vous devez être capable de comprendre et d'entendre. Lisa, il est très important que nous comprenions où en sont les gens. Vous savez, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne handicapée puisse déambuler dans un bureau quand il neige ou quand il fait une chaleur époustouflante ou autre. Il faut créer des structures et des environnements qui nous permettent d'accepter les gens où et tels qu'ils sont, que ce soit dans leur communauté, à la maison, là où ils pratiquent leur culte, voire même parfois dans le cabinet de leur médecin. Nous faisons preuve d'une très grande créativité quand il est question de les rencontrer. Julie Lafleur s'exprime en langue des signes. C'est important que l'intervenant connaisse aussi qu'est-ce que c'est la communauté des sourds, quelles sont les caractéristiques des personnes sourdes. Donc, c'est important que les intervenants aient une connaissance minimale de la situation vécue par les victimes, d'assurer un service d'interprète, de regarder la personne direct dans les yeux, d'avoir des informations de base comme ça qui permet effectivement un lien déjà, un lien de confiance. Et pour les personnes handicapées, il y a des besoins différents selon les handicaps aussi. Donc, c'est important que les intervenants aient une connaissance de la situation des personnes pour lesquelles ils donnent un service, pour créer un lien de confiance. Laure Frappier. J'ai hébergé beaucoup de femmes, des femmes handicapées, des femmes n'ayant pas d'handicap, mais aussi des femmes aînées ayant un handicap. Et ce qu'elles ont de besoin, c'est d'être accompagnées dans le processus de libération de cette violence-là. C'est que pour elles, là, des fois, juste faire un téléphone, là, c'est la montagne, là, c'est vraiment inaccessible. Mais de demander, est-ce que vous voulez que je vous accompagne dans ce processus-là? Est-ce que vous voulez
que je téléphone pour vous. Parce que des fois, quand ils ont à téléphoner, que ce soit à l'aide juridique ou que ce soit dans un centre d'hébergement ou que ce soit de trouver, d'aller à la cour, des fois, le processus est tellement long que nous autres, si on a la capacité d'avoir ces numéros de téléphone-là à la portée de la main, on dit, je peux faire les téléphones avec vous. Alors ça, c'est pas grand-chose, mais ça l'aide vraiment la personne à se sentir en confiance et le dossier évolue. Jamais envoyer quelqu'un là avec son petit malheur en dessous du bras puis ses ressources, dire, bien, va-t'en chez vous, faites tes téléphones. Elle ne les fera pas, les téléphones, parce qu'ils sont tellement démolis qu'ils n'ont pas la force de faire ces démarches-là toutes seules. David Myers. Parlons maintenant des hommes handicapés, parce que là encore, il est essentiel que ces hommes puissent se rencontrer dans un endroit sécurisant, entre hommes et pairs, afin qu'ils puissent parler des événements traumatisants qu'ils traînent partout avec eux parce qu'ils ont été victimes de violences. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour les hommes de parler des événements traumatisants dus à la violence qu'ils ont subis parce que notre société ne leur a pas appris à le faire. C'est pourquoi les hommes qui se sont confiés à moi m'ont dit « Bien, moi, je ne sais pas où aller pour rencontrer des hommes et partager mon vécu avec eux. » Et je ne parle pas nécessairement de clubs sociothérapeutiques, mais tout simplement d'un endroit où ils sont assez à l'aise pour partager leurs expériences, tout en sachant qu'ils recevront le soutien nécessaire et qu'on croira leurs histoires sans se sentir inférieurs pour autant. Pour bon nombre d'hommes, le stigmate, c'est d'être ouvert au sujet de leurs expériences, surtout quand elles remontent à l'âge de 6 ou 12 ans. La culpabilité intériorisée est toujours très forte chez les hommes. Il est bon de rencontrer des hommes dont le vécu peut être dû à leur handicap. Je crois que les hommes que j'ai réunis savaient que j'étais un homme qui avait vécu de fortes expériences de vie. J'ai partagé ces expériences avec eux, ce qui leur a permis de se sentir assez à l'aise pour accepter de s'asseoir avec moi dans une salle, presque un étranger, dans un contexte relativement intime. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut définir avec soin ce qu'on entend par un endroit sécurisant. Vous savez, ce qui est dévoilé dans une salle doit rester dans cette salle. C'est une très petite communauté. Je sais que c'est une grande ville, mais certains hommes ont peur que ce qu'ils vont dévoiler risque d'être répété. Fran, je crois que lorsqu'on veut s'en aller, il y a des choses auxquelles on peut avoir réfléchi et qu'on peut avoir mises en place avant de prendre cette décision. Et l'une de ces choses, c'est d'avoir un lien à une personne digne de confiance qui, vous en êtes sûr, ne reviendra pas répéter ce que vous lui avez confié, surtout si cette personne connaît bien votre agresseur. Disclose any information that you've shared with them, in particular if there's somebody that already also knows your abuser. Je crois qu'il faut savoir quelles sont les ressources et les services communautaires offerts aux femmes qui survivent en dépit de la violence qu'elles subissent. Vous n'allez peut-être pas utiliser ces ressources séance tenante, mais vous saurez tout au moins qu'elles existent et vous saurez où obtenir cette information avec l'aide d'une amie. Il faut aussi dresser un plan pour vous procurer les documents, médicaments et tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous devez emporter avec vous. Vous devez être prête à partir. Vous devez savoir où attraper ce sac quand l'occasion se présentera. Il existe des organisations qui peuvent vous aider, quand vous serez prête, à trouver une maison de refuge qui vous hébergera en toute sécurité et qui vous aidera à identifier les ressources et l'aide nécessaire. Et parfois, il suffit d'un simple appel. Il suffit d'appeler le numéro d'urgence pour femmes battues ou l'un des centres pour personnes en détresse. Vous savez, si vous ne pouvez pas accéder à un numéro d'urgence provincial, mais que vous savez où obtenir ces renseignements parce que vous avez un plan, vous serez mieux préparé quand le moment sera venu pour vous de partir. Et moi, j'en suis à me dire, bien, peut-être qu'on est rendu à l'ère présentement où il faudrait, tout handicap confondu, se mettre ensemble et voir qu'est-ce qu'on pourrait pas créer comme
organisme ou comme, en tout cas, moyen d'intervention, en tout cas, je n'ai pas le nom exactement, mais pensez à un concept, en tout cas, certainement, qui rallierait nos ressources, nos solutions, de façon à ce qu'au lieu d'être divisés, on soit rassemblés. Parce que tous et toutes, autant qu'on est, chacune des violences crée un sentiment extrêmement désagréable au niveau de notre humanité. Hein? On sent à un moment donné qu'on est des sous-citoyennes, on est toujours en dessous de quelque chose. Et à partir du moment où on se nomme et on nomme les choses, on dit non, moi je ne suis pas ça et vous ne me mettrez pas là. Que ces solutions-là ne viendront pas des spécialistes, des travailleurs sociaux, des médecins qui sont présentement des gestionnaires bien plus que des médecins et ainsi de suite. Et c'est nous qui allons être les décideurs là-dedans, de plus en plus, moi je le crois, et c'est de la base qu'on va travailler pour remonter. Moi, j'ai cette phrase-là devant moi là, depuis tantôt, là, en arrière, puis vous allez voir, il y a différents intervenants, dont Tandem, qui fait partie de la police. Puis la phrase qui est écrite en haut, lorsque sécurité et accessibilité universelle vont de pair, et là on est global, là on est vraiment dans l'inclusion, les femmes handicapées ouvrent la voie. Moi, depuis tout à l'heure, je regarde ça, puis je fais comme... Effectivement, à partir du moment où on a notre sécurité sociale, financière, intégrité aussi physique, santé, accompagnement, tout ça mis ensemble, plus une accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrières architecturales, il n'y a plus d'obstacles aussi au niveau du préjugé, du regard de l'autre. Je veux dire, non seulement on ouvre la voie, mais la voie est pratiquement d'elle-même ouverte. Une photo en noir et blanc montre des femmes. Certaines sont debout, d'autres sont assises sur des fauteuils motorisés. Titre de la photo: Les femmes handicapées ouvrent la voie. Sur la photo, une femme parle dans un cône orange tenu devant sa bouche.